C'était un grand bonhomme avec qui j'ai éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler pendant une bonne partie de ma vie. Mais il ne faut pas me demander, comment dire, des épanchements émotionnels. C'est pas mon genre, ça. Surtout quand je regarde les images du passé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire attention à la nostalgie ici. Surtout à mon âge. Pourquoi? Ben parce que autrement, on s'enfonce dans une sorte de tristesse. Et ça, je suis pas un homme triste. Pas du tout. Non. Non. Peut-être bien des choses, mais je suis pas un homme triste. Belle photo de moi, ça. Très défenseur des intérêts viticoles, Troisième République. Avec la veste et la bédaine. Ah ben, bon. Je me souvenais vraiment pas que j'avais des photos de cette époque-là. Faut que je montre ça à mes enfants. Je me suis persuadé qu'ils ont oublié ça. Mon père n'est pas imposant pour moi. Mon père, c'est quelqu'un avec qui je peux discuter de tout, qui n'est pas compliqué. Je dois admettre que c'est pas facile de vivre avec un père comme le mien. C'est intéressant, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de faire sa place. Pendant des années, ma mère a dit, avec un certain sourire, qu'elle était la femme de l'autre. Mais j'étais la fille de l'autre. Je suis encore la fille de l'autre. Pour moi, avant tout, c'est un homme de devoir. Devoir envers lui-même. Être capable de se regarder dans le miroir et dire « j'ai fait ce que je devais faire ». Et puis, un devoir envers la société. Il a toujours été très conscient d'avoir eu une certaine facilité, d'avoir eu accès aux études, d'avoir eu un milieu familial, culturel, intellectuel, qui lui a permis de faire toutes sortes de choses. Et il fallait qu'il redonne, il faut qu'il redonne un peu de ça à la société. Il faut comprendre ça de lui. Le Québec. Vous le savez sans doute, 2004 marquera le 400e anniversaire du premier établissement français en terre d'Amérique sur l'île de Saint-Croix dans la ville. Faut que je sois en réserve de la République. Il y a des gens qui disent, mais voyons, ça fait 6 ans que vous avez démissionné comme premier ministre. Arrêtez ça. J'arrêterai pas ça. 2 grands anniversaires annoncés qui servent de tremplin à la Société nationale de l'Acadie pour réaliser un projet de longue date, soit la commémoration internationale de l'Odyssée acadienne. C'est pas parce que j'ai échoué au référendum que tout à coup je cesse d'avoir des idées. Et il y a une vie passé l'échec. Il n'y a pas de frustration là-dedans. J'ai fait ça toute ma vie. Ah, alors, de quoi se plaint-on? Oui, on se plaint de quelqu'un qui a des convictions puis les dit. Surtout les dit. Tout individu qui ne veut pas rentrer dans la convention, qui ne veut pas faire comme tout le monde, qui ne veut pas s'habiller comme tout le monde, qui ne veut pas parler comme tout le monde, qui ne veut pas dire c'est le fun, est un arrogant. Ben alors, je suis un terrible arrogant. Bon, Dieu que je suis arrogant. Ben, la ferme, pendant des années, ça a été une sorte de refuge. J'y viens aussi plus souvent que je peux. Et je reviens toujours en disant ouf. C'est pas facile pour moi de parler d'elle comme ça parce que vous comprendrez que
Là, j'ai vécu avec elle 35 ans. Et elle est morte d'un cancer. Alors, j'ai passé avec elle tous les derniers moments, quoi. Les 2 dernières années, là, on était encore plus proches qu'on l'avait été avant. C'est jamais facile de voir quelqu'un mourir après autant d'années qu'on a passé avec elle. Alors, pour moi, ça me remue un peu. Hein. Elle aussi a eu une très grande influence sur le déroulement de ma vie. En un certain sens, elle m'a fait découvrir le Québec. J'étais bien loin d'une sorte d'attachement viscéral au Québec. Et j'avais des points de vue qui s'apparentaient beaucoup à certains fédéralistes canadiens, comme Pierre Trudeau, par exemple, sur le nationalisme québécois. Et c'est au contact d'Alice que, là, je me suis rendu compte de la force extraordinaire que représentait ce nationalisme polonais pour avoir maintenu le peuple polonais à travers toutes les vicissitudes de l'histoire. Ces gens-là avaient une sorte d'attachement à leur pays qui était, d'une part, extrêmement émouvant, mais impressionnant aussi. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait paradoxal de penser qu'une femme qui était polonaise, et comment, là, pas d'origine, elle était tout à fait polonaise, qui se considérait comme une exilée politique, m'a fait, moi, découvrir le Québec. Elle m'a fait découvrir ce que c'est que l'appartenance. C'est un peu difficile pour moi de parler de ça. C'est parce que il faut bien comprendre, vous tirez tout ça de son dernier livre, Une femme, qui a été publié de façon posthume. Pendant tout le temps de sa maladie, elle a écrit ce livre-là et a refusé que j'en lise une ligne. Jusqu'à sa mort, je n'ai pas vu une ligne du livre. Et après sa mort, j'ai eu à le publier, à le préparer pour l'édition. Ça a été effrayant. Ça a été effrayant. Elle écrit « Il suffit qu'il me prenne dans ses bras pour que l'angoisse cesse de m'étouffer. » Mais c'était pendant ses radiologies. Elle arrivait à la maison après ces examens-là en tremblant comme une feuille. Ça devient une sorte de miroir. Hein? Un livre comme ça. D'émotions, un miroir d'émotions, de sentiments. C'est effrayant, effrayant. Jamais, M. Parizeau a demandé des avis au point de vue politique, au point de vue vie personnelle. Un peu, c'est... Je me souviens, il m'avait demandé, après la mort d'Alice, on était à la ferme, puis je faisais cuire un poulet. Bon, on ne savait pas comment faire cuire un poulet. J'avais appelé ma femme pour savoir comment faire cuire un poulet. C'est dans ce sens-là. T'sais. On avait trouvé ça bien drôle toutes les deux. Et après le déjeuner, je lui avais demandé... son poulet était excellent. C'est un exemple. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on ignore de vous, là? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous? Je suis probablement certainement le plus mal placé pour m'observer moi-même. D'autant plus que je me suis développé avec les années, comme n'importe qui est dans la vie publique, on se développe une sacrée carapace par rapport à tout ce qu'on dit de soi, en bien ou en mal d'ailleurs. Tenez, une scène. Celle-là, je la garde toujours pour le dessert. Puis on décide, ma femme et moi, d'aller manger un steak chez Moïse. C'est une tradition familiale. On arrive à l'entrée du restaurant. Ça, c'est une espèce de hall où il y a un vestiaire d'un côté, un bar de l'autre, et les gens qui attendent leur table sont tous réunis là. Ils sont quoi? Une quarantaine? Il y a, je sais pas, tout un groupe là, qui se prépare à aller manger. Me voyant, il nous tourne le dos
et se mettre les coudes les uns contre les autres, si bien qu'il faut que physiquement, là, on écarte les coudes pour être capable de rentrer dans la foule. Alors, je m'approche, je demande si ma table est prête. Et là, plutôt que de me dire oui, le gars imbécile qui est là, il lance dans le micro. Et la table de M. Parizeau est prête. Et là, ça hurle derrière nous. On ne peut pas reculer. Chou, ça fait charivari tout. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer dans la salle sous les huées de la foule. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'est jamais retourné chez Boyce. Vous comprenez? C'est une atmosphère assez particulière, ce genre de vie-là. Vous riez, là, mais vous n'avez pas dû trouver ça bien drôle. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Mais forcément, je regrette des tas de choses. Genre, tout le monde arrive à mon âge en regrettant des choses, puis en trouvant d'autres choses très bien. Qu'est-ce que vous regrettez? Non, ça, vous êtes d'une indiscrétion remarquable. C'est pour ça qu'on paye. Je sais. La principale chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été musicien. Si je n'avais pas été économiste, j'aurais été musicien. C'est un homme qui ne s'ouvre pas sur ses émotions. Il est très réservé. On sentait une très grande solitude. Très, très grande solitude. Et je ne crois pas que c'est de la distance face aux gens. Les gens peuvent mal interpréter des fois l'attitude de ça. C'est un homme qui est solitaire, qui aime être solitaire dans la foule. Il aime l'effervescence des gens autour, mais on dirait qu'il y a une bulle. C'est une bulle de protection. De protection. C'est extrêmement, extrêmement dur et c'est une partie qu'on ne se rend pas compte. De la cruauté qu'on a envers ces chefs-là. Et je me rappelle que quand on était dans l'opposition, il n'y a pas une semaine où il n'y avait pas un député qui ne voulait pas voir M. Parizeau. Il lui disait, M. Parizeau, moi, si j'étais vous, je rirais d'une façon différente. Je cesserais d'applaudir. Je changerais ma cravate, je changerais ma chemise, j'enlèverais le 3 pièces. Et M. Parizeau acceptait toujours, parce que ça fait partie du métier d'accepter ça. Mais je dois vous dire que je trouvais ça difficile pour lui. Et dans le fond, c'est pas là-dessus que les gens votent. Je vous ai mis celle-là, si vous fumez l'autre côté. Non, on ne fume pas. Alors, on va s'installer là. Alors, c'est ça vient. Peut-être on va mettre madame ici. Là, c'est ça. Voilà. Moi, la chose qui m'a le plus surprise quand j'ai travaillé avec lui, c'est que c'est quelqu'un de très passionné et d'assez émotif. Hein, parce que, bon, il dit, bon, vous savez, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Il a énormément d'état d'âme. Jacques Parizeau est un être rationnel, mais un être extrêmement passionné. De toute façon, on ne peut pas faire de politique sans être passionné. Et il est très passionné. Et ça a été une découverte pour moi de voir, lorsque la porte est close, les coups de sang, les enthousiasmes, les insécurités. Alors, c'est pas un être froid, c'est un être chaud. Voilà.